Afrique des libertés, je vous salue. Vote de l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes. Un certain nombre d'États vassaux d'Afrique noire s'illustrent négativement. Nous allons en parler. Soyez salués à travers le continent natal de l'homme. Soyez salués dans les diasporas africaines d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Soyez salués, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et dans celles de l'océan Indien. Soyez salués et partagez cette émission. Donnez-la à notre peuple à travers le continent natal de l'homme, les diasporas africaines. Soyez les bienvenus ici, vous, nos amis européens, américains, asiatiques, qui partagez avec nous les valeurs de la recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine. Hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng, hiki jamli gwengeng. Manip monilong ba gwengeng, manol Africa ba gwengeng. Traoré Trissa depuis l'Italie. Buongiorno. Soyez salués. Aimé Fabrice Bichindou. Tondibi 007. Paterneto. Eric Djouko. Continuez à nous accompagner dans le défi 1 million d'abonnés pour la chaîne YouTube Université libre de l'Afrique des libertés. Aidez-nous à relever ce défi avant la fin du mois de novembre 2024. Mois de novembre qui verra votre serviteur soumis au procès de la dictature française de M. Emmanuel Macron. Persécuté que je suis depuis 2021 parce que je critique la politique africaine du gouvernement français. Je compte sur vous pour continuer cette mobilisation. Vous êtes déjà bientôt 18 000 abonnés sur la chaîne Université libre de l'Afrique des libertés. Je compte sur vous pour encourager sur vos pages respectives les Africaines et les Africains du monde entier, nos amis européens, asiatiques, américains, ceux qui sont dans les îles des océans Indiens et Atlantiques. Venez m'aider à relever le défi. 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube Université libre de l'Afrique des libertés. Une chaîne dont vous avez reçu plusieurs fois sur nos pages Facebook, TikTok et Twitter X, les liens. Venez nous aider à remonter ce défi. Je commenterai accessoirement quelques détails de l'actualité, bien sûr. Vous êtes plus de 500 personnes rassemblées maintenant sur
TikTok, Afrique des Libertés Talk. Près de 500 sur Facebook, Franklin Nyamsi. Et vous êtes bientôt près de 500 sur YouTube, Université libre de l'Afrique des Libertés. Merci à toi, Lino Nawel, de rappeler ce message. Il ne suffit pas de vous abonner vous-même sur la chaîne Université libre de l'Afrique des Libertés, mais d'appeler vos amis sur vos réseaux sociaux respectifs à nous y rejoindre. Alors, sans plus tarder, commençons les matières de cette conférence. Avant d'entrer dans le sujet principal que j'ai annoncé de cette conférence, à savoir le vote de trahison, le vote de traître d'un certain nombre de pays africains que nous allons énumérer, vote à l'occasion, le 17 octobre passé, d'une Assemblée générale des Nations unies qui examinait une résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes, je voudrais commenter quelques points de l'actualité. Je voudrais d'abord saluer le grand investigateur ivoirien Chris Yapi, qui aujourd'hui même m'a alerté sur sa page du projet du gouvernement Macron de me jeter en prison sous toutes sortes de motifs qu'on trouvait, de me chasser du travail que j'ai acquis par la force de l'intelligence. Ici, en France, mon travail de professeur. Selon le grand investigateur ivoirien Chris Yapi, et selon les renseignements qu'il aurait obtenus, je ne sais comment, il y aurait le projet, à travers les faux procès qui sont montés contre moi par M. Macron depuis quelques semaines maintenant, il y aurait le projet de me jeter en prison, par conséquent de me faire perdre mon poste de professeur et ainsi de me retirer toutes les sources de revenus avec lesquelles je m'occupe des miens. Et de tenter au passage de me retirer l'honneur que les Africains, par millions à travers le monde, me font de me considérer comme le serviteur de l'émancipation du peuple africain planétaire. Ce projet a été découvert par le grand investigateur Chris Yapi qui a publié un billet et qui annonce la publication dans les prochaines heures, sans doute d'éléments beaucoup plus précis sur la découverte que ces célèbres hiboux ont réalisé. Je tiens à le remercier d'avance et à lui dire, ici à Mondo Vision, que je serai attentif à chacune de ces révélations. J'en tiendrai compte dans l'engagement citoyen que j'ai pris pour être de ces Africains qui, ici au cœur de la France et de l'Occident, sont des défenseurs de la quadruple émancipation du peuple africain mondial. Je maintiens et je maintiendrai contre tout et envers tout mon engagement pour le retrait total des troupes néocoloniales de la France du sol africain et de toute autre troupe néocolonialiste et impérialiste du sol africain. Je maintiens et je maintiendrai mon combat pour la dissolution, le démantèlement sans condition de la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui a maintenu dans l'arriération économique une quinzaine de pays africains jusqu'à ce jour. Quoi qu'il m'arrive, je maintiens et je maintiendrai mon engagement contre l'ingérence des élites néocolonialistes et impérialistes occidentales, orientales, françaises en particulier, dans la désignation des dirigeants africains. Ce sont les peuples africains qui doivent librement, souverainement choisir leurs dirigeants. Et je maintiens, quoi qu'il m'arrive, mon engagement pour la renaissance, la résurrection de la civilisation négro-africaine dans la construction des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. Rien ni personne ne me fera renoncer à ce quadruple combat tant que je vivrai. Et j'ai la chance d'appartenir à cette génération d'Africains qui voient déjà se réaliser les fruits de leur combat. Les événements qui se sont déroulés et qui ont conduit à la naissance de la Confédération
de l'Alliance des États du Sahel sont une partie de l'accomplissement de l'idéal de notre combat. Nous n'avons aucune raison de renoncer à nous battre pour ce qui est vrai et pour ce qui est juste. Monsieur Macron dispose du pouvoir d'État, il est le président de la République française, il dispose de la mainmise sur les procureurs et les juges d'instruction. Il peut, comme Alassane Draman Ouattara, Paul Biya, comme tous les dictateurs africains le font, il peut inventer toutes sortes d'accusations contre moi. J'ai ma conscience avec moi. J'ai la confiance de la majorité des Africaines et des Africains qui suivent et qui soutiennent mon combat. Et au-delà de tout, j'ai la bénédiction de mes ancêtres angélisés et celle du tout-puissant maître de vie, dont le président Guillaume Soro dit souvent avec raison, il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. À partir du moment où ces trois instances sont alignées en moi, à partir du moment où j'ai le sentiment que mon engagement est resté fidèle à ma conscience, qu'il est resté fidèle à la cause commune et qu'il respecte les droits de tous les hommes, quelle que soit leur couleur, que mon engagement se déploie dans le cadre de la promotion de la justice universelle. Dès lors que j'ai la conviction que si on appliquait la fameuse règle d'or qui dit ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez point que les autres vous fassent ou que les autres vous fissent, eh bien on trouvera mon engagement africain parfaitement aligné sur la règle d'or. Je ne crains pas ceux qui tuent le corps. Je crains ceux qui pourraient tuer l'âme. Car l'âme qui sert le vrai, le juste, elle vit et elle vivra toujours. Alors que l'âme qui sert le faux et l'injuste, eh bien, réduit son nombre de réincarnations possibles. Donc, je remercie le grand investigateur ivoirien Chris Yapi pour son travail d'alerte, non pas simplement pour moi, mais pour beaucoup d'autres Africains de ce temps, qu'il a contribué à alerter depuis quelques années maintenant de ce qui les attendait. L'Afrique éveillée, les peuples africains éveillés ont les moyens de contrecarrer le projet des puissances néocoloniales, des puissances impérialistes, de briser ceux qui incarnent l'espérance légitime de leur peuple. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XXe. Les conditions du rapport de force intellectuel, du rapport de force économique, du rapport de force géopolitique, du rapport de force médiatique, du rapport de force diplomatique, les conditions du rapport de force géostratégique et géopolitique sont en train d'être modifiées en faveur du monde multipolaire. Nous sommes, nous autres, encore en situation de pionniers, mais partout à travers le continent africain et les diasporas, germent des millions de Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa. Et grâce à la grande révolution numérique, la bataille des idées est d'ores et déjà remportée par les panafricanistes contre les néocolonialistes et les néocolonisés, contre les impérialistes et les impérialisés. Et nous avons déjà un pied dans la terre promise de l'Afrique souveraine du XXIe siècle. Nous nous battrons avec le collectif d'avocats mobilisés à nos côtés, dirigé par Maître Ndjifutao Woshawa Aboubekr. Nous nous battrons avec le soutien des grandes nations panafricanistes révolutionnaires éveillées. Nous nous battrons avec le soutien de toutes les Africaines et Africains de bonne volonté, en Afrique et hors d'Afrique. Nous nous battrons avec le soutien des Américains, des Européens, des Asiatiques, des habitants des îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, convaincus de la noblesse de notre lutte. Nous nous battrons avec le soutien immense
et incommensurable de nos ancêtres angélisés, et par-dessus tout, Dieu est notre droit, il est notre pilier. Et tout ce que nous faisons de vrai, de juste, tout ce que nous faisons pour la solidarité véritable des hommes, nous savons que cela comptera dans la vie infinie à laquelle nous sommes promis. Par conséquent, nous allons vers le mois de novembre avec les procès de M. Macron contre nous. Nous y allons avec lucidité, non pas comme des oraux tout-puissants qui seraient sûrs de leurs faits. Le seul fait dont nous sommes certains, c'est que notre cause est juste et que nous ne l'abandonnerons jamais. Notre cause. Pour le reste, ce qui doit arriver, va arriver. Mais l'Afrique est éveillée et tous ceux qui veulent porter des coups aux Africains doivent s'attendre à ce que les Africains les leur rendent au centuple sur cette terre des hommes. Mais l'Afrique est éveillée et tous ceux qui veulent porter des coups aux Africains doivent s'attendre à ce que les Africains les leur rendent au centuple sur la terre des hommes. Mais l'Afrique est éveillée et tous ceux qui veulent absolument porter des coups aux Africains doivent désormais s'attendre à ce que l'Afrique, les Africains, les leur rendent au centuple sur cette terre des hommes, où une partie du jugement dernier a lieu tous les jours. Voilà la première actualité que je voulais commenter. Je reste à l'écoute des productions du grand investigateur Christiapi qui nous a promis des détails plus précis sur ce projet macabre de détruire un homme uniquement parce qu'il écrit des livres, parce qu'il donne des conférences critiquant les survivances du néocolonialisme français en Afrique, critiquant les dictatures les plus abjectes d'Afrique. Ce projet-là, il est dénoncé, il sera dénoncé, il est combattu, il sera combattu, et au final, l'Afrique vaincra la France-Afrique. La deuxième actualité que je voudrais rapidement commenter avant de venir au thème principal de cette émission, c'est qu'on m'informe que le dictateur camerounais Paul Barthélémy Biya serait revenu enfin aujourd'hui dans la capitale. Pour ma part, je n'ai pas encore pu recouper toutes les informations sur son retour, mais la seule chose dont je sois certain, c'est ce que j'ai toujours dit. Sa présence comme son absence du Cameroun sont équivalentes. Il ne gouverne plus depuis très longtemps. La seule question qui se pose pour les Camerounais, c'est quand est-ce qu'ils sortiront massivement dans toutes les rues du pays pour récupérer leur souveraineté. Pour nous, Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur, la question qui se pose est celle de mettre fin en réalité à la dictature imposée par le colonialisme et le néocolonialisme français à notre pays natal depuis 1960. Cette question est la seule qui compte. Monsieur Biya n'est plus en capacité de faire quoi que ce soit, qu'il soit vivant, comateux ou simplement, mort. Monsieur Biya n'est plus de près ou de loin une partie du problème camerounais. Le problème camerounais est désormais celui du peuple camerounais qui doit s'approprier sa souveraineté et cela sans délai pour éviter précisément la succession qui a déjà eu lieu. Car le pays est de facto dirigé depuis très longtemps et vous l'avez vérifié pendant ces 43 jours, le pays est de facto dirigé par Madame Biya, par le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo, par Dion Goutet, par Franck Biya, par les généraux corrompus du régime Biya. Ce pays est gouverné par eux depuis longtemps. Ils utilisent le vieillard comme une mascotte pour cacher la prédation en acte du pays. Et tous les atermoiements auxquels ils s'adonnent
n'ont pour but que de maquiller ce contrôle en réalité sous couverture, ce pillage sous couverture de mon pays natal. Donc pour moi, l'absence de M. Biya du Cameroun, tout comme son retour, sont un non-événement. Je l'ai dit avant, je le dis maintenant et je le dirai après. L'événement véritable va commencer quand le peuple camerounais va surgir du nord au sud, de l'est à l'ouest, sortir des enclos tribaux dans lesquels il a été enfermé et reprendre sa chose. La souveraineté. Les grandes mobilisations de la souveraineté camerounaise, quand elles commenceront, la véritable politique du peuple camerounais aura commencé. Quand le peuple camerounais écoutera véritablement ses fils, ses serviteurs authentiques que nous sommes, il sera libéré. C'est tout. Il n'y a rien eu aujourd'hui au Cameroun. Son absence équivaut à son retour. Sa présence égale 0 et son absence égale 0. La seule grande question qui se pose, c'est quand les Camerounais vont-ils enfin se rassembler à nouveau comme un peuple pour bâtir leur présent et leur avenir en suspens. Et là commencera la véritable histoire du 21e siècle camerounais. Je l'ai dit avant le énième retour de M. Biya à Yaoundé. Je l'ai dit pendant son retour, je le dis encore après. Événement nul. Présence égale absence. Car de toutes les façons, il ne gouverne pas. Et l'homme qui est rentré est probablement rentré pour attendre son dernier souffle, puisqu'ils ont déjà balisé et organisé, pour ainsi dire, les obsèques qu'ils veulent lui donner, pour en profiter et se légitimer par l'apparat d'État comme étant les propriétaires naturels de la succession. Il n'est rentré, comme autrefois Amadou Gon Coulibaly, que pour clamser dans leurs mains, afin qu'ils puissent enfin s'adonner à leur rituel de tentative de confiscation du pouvoir d'État. Ils échoueront. Et toutes les filles et tous les fils du Cameroun, rassemblés avec le peuple camerounais, rentreront. Ils échoueront. Et toutes les filles et tous les fils du Cameroun, réunis avec le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, eh bien tout ce monde se rassemblera et la véritable République fédérale du 21e siècle camerounais sera. Tant pis pour ceux qui, Saint Thomas de ce siècle, pour ceux qui, ayant perdu la vision en même temps que l'espoir, ne me croient pas. Cela arrivera pourtant, car il est nécessaire que le peuple camerounais vive. Et la vie d'un peuple ne peut pas dépendre du souffle d'un seul individu. Impossible. Sinon, ce n'est pas un peuple. C'est un ramassis, en réalité, un agrégat d'individus hominidés, qui dépendent de la vie et du souffle d'un homme. Donc pour moi, il y a non-événement à Yaoundé. Que son avion ait atterri, qu'il soit descendu en brancard, en fauteuil roulant ou en courant le 100 mètres comme Usain Bolt, on doit s'en foutre. Car en fait, la grande question c'est, est-ce que ce pays va enfin appartenir à son peuple? Voilà ma deuxième réaction, parce que j'ai vu ces partisans, les rares partisans du despote, essayer de venir nous obliger à faire de ce retour inutile un sujet. C'est pas un sujet. Je ne donnerai pas de conférence sur son retour. Je n'aurai pas une conférence intitulée Le retour de Paul Biya. Parce que son départ aussi ne servait à rien. Comme son départ ne servait à rien, son retour ne sert à rien non plus. Ce que nous voulons, c'est que ce peuple sorte de l'enclos tribal, des enclos tribaux dans lesquels le régime Biya et la puissance coloniale française les a enfermés. L'a enfermé. Qu'on sorte de cela et qu'on pense en africain au Cameroun. Et c'est terminé. On se débarrasse de cette nomenclature de voleurs et de criminels. Il faut que cela arrive, puisqu'il faut que le peuple camerounais vive. Voilà le message. Maintenant, on va pouvoir traiter le sujet principal. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, gang. Laissez les morts enterrer leurs morts. Pensez à la vie du peuple africain.
Rendons-nous donc à l'ONU, il y a quelques jours. Une ignominie, une abomination ont eu lieu à l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU se rassemblait autour du 17 octobre pour voter une résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes. Cette résolution contre le colonialisme sous toutes ses formes a recueilli vraiment l'assentiment de l'écrasante majorité des pays membres de l'ONU. Et elle nous a été rapportée, entre autres, par la diplomatie de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie a restitué l'information de la manière suivante. C'était le 17 octobre passé. Today, the Fourth Committee of the UN General Assembly adopted a resolution on the eradication of colonialism in all its forms and manifestations. Aujourd'hui, la quatrième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution pour l'éradication du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. This initiative proposed by our country and supported by the member state of the group of friends in defense of the Charter of the UN was discussed and endorsed by the UN Special Committee on Decolonization last summer. Cette initiative qui a été proposée par la Fédération de Russie était soutenue par les pays membres du groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations Unies. Et elle a été discutée et elle avait été adoptée dans le cadre du Comité spécial des Nations Unies pour la décolonisation lors, en effet, de l'automne passé. The resolution represents a significant contribution to the effort to hold former colonizers accountable for their colonial era crimes. It includes important provisions emphasizing the need for compensation to affected countries, including reparations. Cette résolution représente une contribution significative aux efforts pour tenir les anciennes puissances coloniales pour responsables et redevables de leurs crimes de la période coloniale. Cette résolution inclut des dispositions insistant sur la nécessité d'une compensation envers les pays qui ont subi la colonisation, en termes notamment de réparation. The broad support for this draft underscores that demands for justice from the global south will only continue to grow. L'immense soutien que cette résolution a obtenu dans l'Assemblée indique que la lutte pour la justice en faveur du sud global du monde va continuer à s'accroître. Donc voilà le résumé qui nous est proposé par la diplomatie russe, qui était à l'initiative de la résolution. Voilà le résumé de l'objet de la résolution. Vous avez bien compris. Condamner la colonisation sous toutes ses formes, demander à tous les pays du monde qui ont pratiqué la colonisation de payer leurs victimes. Et non pas de payer simplement par des mots, par des déclarations, qui seraient comme du baume végébaume, mis au cœur. Non! Payer financièrement, réparer. Comme le dirait Maître Corinne Jeanne Tanganaele et le Parisque, nos frères et sœurs panafricanistes de la place de Londres, qui se battent pour le chiffrage des crimes commis contre l'Afrique. Voilà ce qu'a demandé la résolution initiée par la Fédération de Russie. Maintenant, normalement, au niveau du vote, on s'attendrait à ce que tous les pays africains, sans exception, ayant connu les affres de la colonisation, en très fraîche date, votent pour la résolution. Quand la Russie nous montre donc le décompte des votes, c'est un décompte en 3 colonnes. Les pays en faveur, sur les 189 membres des Nations Unies, les pays opposés et les pays qui ont fait abstention. Voici le partage des votes. 99 pays en faveur, un pays opposé
ce sont les îles Fidji, et 61 pays qui ont fait abstention. Mais quand on s'en va regarder la liste des pays qui sont en faveur, on se rend compte que l'écrasante majorité des pays africains membres de l'ONU, eh bien, a été en faveur de cette résolution. D'autres s'étant contentés tout simplement de s'absenter. C'est-à-dire que il y en a devant lesquels il n'y a ni une case rouge, parce qu'ils n'étaient pas contre. Il n'y a pas une case jaune, parce qu'ils ne se sont pas abstenus. Il y a une case noire, parce qu'ils ne sont tout simplement pas venus. Ils ne sont tout simplement pas venus. Et nous allons analyser les comportements qui ont eu lieu à cette occasion, parce que c'est très inquiétant. Alors, commençons par regarder la liste. J'ai la liste sous les yeux. Alors, les pays africains qui ont voté pour, c'est-à-dire qui ont une croix verte au niveau du tableau, je les cite: l'Algérie, l'Angola, je continue. J'arrive devant un pays africain, le Bénin. Le Bénin s'est absenté. Les Béninois ont fui. Talon a demandé à son ambassadeur de tomber en brousse. Donc les Béninois, ils ne se sont pas abstenus. Mais ils se sont absentés, ils ne sont pas venus. Vous voyez la lâcheté? Une résolution pour exiger que les puissances colonialistes payent des réparations pour les crimes qu'elles ont commis. Talon se bat. Talon fuit. Chaque fois qu'il va y avoir un pays africain, je vous le cite, on continue. Donc le Bénin fuit. Le Bénin a Béou. Il a fui. On continue. On arrive, on trouve un autre pays africain, le Botswana. Le Botswana s'enfuit. Il ne vient même pas, il n'est pas contre, il n'est pas pour, il ne s'abstient même pas. Le Botswana n'est pas venu. Je vous rappelle que le Botswana est souvent présenté comme le meilleur élève du FMI et de la Banque mondiale. Vous voyez? On continue. Je vous lis toujours la liste des pays. Le Burkina Faso s'oppose, le Burundi s'oppose, le Cap-Vert n'est pas venu. Le Cap-Vert a fui. Oui, il faut demander aux Cap-Verdiens pourquoi ils ont fui, pourquoi ils ne viennent pas voter. Le Cap-Vert a fui, il n'est pas venu. On continue. Le Cameroun a voté pour la résolution. C'est-à-dire contre le colonialisme sous toutes ses formes. C'est tout à son honneur, c'est la moindre des choses. On continue. La République centrafricaine a fui. Le représentant de la République centrafricaine n'est pas venu voter. Il est tombé en brousse. C'est grave ça, de la part du président Touadéra. Qu'est-ce qui peut expliquer que la République centrafricaine ne soit pas là pour voter? On continue. Le Tchad aussi a fui. Le représentant tchadien n'a pas voté. Est-ce que c'est normal ça? Mahamat Kakadebi, dont certains disaient qu'il était en train de se rapprocher du Sud global, du monde multipolaire. Vous voyez les comportements? L'ambassadeur du Tchad aux Nations Unies est tombé en brousse. Vous voyez les comportements? On continue. Bien sûr que la Chine a voté pour. Les îles Comores ont fui. Ça vous étonne? Vous ne connaissez pas Azali? Azali est tombé en brousse. Azali est tombé en brousse. Bon, c'est tout à l'honneur du Congo de Sassou Nguesso d'avoir voté pour. Et là, on tombe sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans la liste, le premier pays africain à s'être carrément abstenu. C'est-à-dire que l'ambassadeur ivoirien était là, mais il a choisi de ne pas voter pour la résolution. Il a choisi l'abstention. On continue, je cherche toujours les pays africains. Mais la République démocratique du Congo a voté pour. Tout comme Cuba, par exemple. On sait pourquoi. Parce que la République démocratique du Congo est victime, justement, d'une entreprise coloniale du Rwanda. Bon, on continue. Djibouti a voté pour. Même Djibouti a voté pour la résolution. Mais Djibouti a toutes les raisons de voter pour. Hein. C'est un pays sous occupation militaire internationale. Il va falloir qu'il se libère. Hein. Bon. Alors, on continue. Je cherche les pays africains. L'Égypte a voté pour. La Guinée équatoriale a voté pour. L'Érythrée a voté pour. Le petit État enclavé, le petit royaume Eswatini, il n'est pas venu. L'Éthiopie a voté pour. Le seul pays à avoir voté contre la résolution sont les îles Fidji.
qui sont une colonie occidentale, n'est-ce pas, dans l'océan Indien. Ils ont voté contre la résolution. C'est les seuls qui ont été contre. On continue. Le Gabon a voté pour. C'est courageux pour le Gabon de voter pour. J'espère que ça ne va pas coûter très cher tout ça. Eh bien, au satrape gabonais, au Ligingema, ou qui ne va pas s'énerver contre son ambassadeur à qui il n'a pas dit de voter pour. La Gambie a disparu. La Gambie n'est pas venue voter. Le Ghana a disparu. Le Ghana n'est pas venu voter. Il ne s'est pas abstenu. Hein. Il n'a carrément pas voté. Vous voyez le comportement de Nana Akufo-Addo? On continue. La Guinée-Conakry a voté pour la résolution, quand même. Mamadi Doumbouya a beau être un agent de l'Ouest, il se souvient quand même qu'il est assis sur le fauteuil du grand Sékou Touré. On ne s'amuse pas avec des résolutions comme ça quand on est président de la Guinée. Bon. La Guinée-Bissau, vous savez ce qu'elle a fait? Embalo s'est abstenu. L'ambassadeur de Guinée-Bissau était dans la salle, mais il a voté l'abstention. On analysera tout ça après. On continue. Bien sûr que Haïti est contre. On continue. Les pays africains, j'analyse que les pays africains. Et Israël n'a pas voté, tout naturellement. On continue. Le Kenya a voté la résolution. Je continue. Pays africains, le Lesotho a voté la résolution. Le Libéria n'a pas voté la résolution. Le Libéria a voté l'abstention. Vous comprenez que depuis George Weah, de toute façon, le Libéria, c'est une ancienne colonie américaine. C'est un État sous domination américaine. Il n'y a aucun doute, il s'aligne sur les positions américaines depuis plusieurs années à l'ONU. On n'est pas étonné. Bon, la Libye a voté pour la résolution. On continue. Madagascar a voté pour la résolution. Le Malawi a voté pour la résolution. Le Mali a voté pour la résolution. La Mauritanie a fui. L'ambassadeur de Mauritanie a fui. Non, mais écoutez, j'ai oublié de citer le Burkina. Hein. Le Burkina a voté pour. Le Burkina a voté pour. J'espère que je n'ai pas dit qu'il a voté contre. Hein. Le Burkina a voté pour la résolution. Le Burkina a voté pour la résolution, évidemment, aucun doute. Si ma langue a fourché, corrigez tout de suite. Haïti a voté pour la résolution. Mais voter pour la résolution, c'est voter contre la colonisation. Il faut que vous compreniez quand même mon expression. Voter pour la résolution, c'est voter contre la colonisation. Donc quand je dis d'un pays qu'il a voté contre, ça veut dire contre la colonisation. Bon, donc le Mali a voté la résolution contre la colonisation, comme le Burkina Faso d'ailleurs. Je continue. L'île Maurice. Alors, la Mauritanie s'est barrée, elle n'est pas venue voter. On continue. Le Mozambique a voté pour la résolution contre la colonisation. La Namibie a voté pour la résolution contre la colonisation. Le Niger a voté pour la résolution contre la colonisation. Le Nigeria a voté pour la résolution contre la colonisation. La Russie, bien sûr, a voté pour la résolution contre la colonisation. Le Rwanda s'est abstenu. Le Rwanda s'est abstenu. Je vous commente vraiment la liste que j'ai sous les yeux. Le Sénégal s'est abstenu de voter pour la résolution contre la colonisation. La Sierra Leone a voté pour la résolution contre la colonisation. La Somalie a voté pour la résolution contre la colonisation. L'Afrique du Sud a voté pour la résolution contre la colonisation. Le Sud-Soudan ne s'est pas abstenu, il s'est absenté, il n'est pas venu. Le Soudan, lui aussi, n'est pas venu. Je cherche les pays. Le Togo a voté pour la résolution contre la colonisation. Voilà. La Tunisie a voté pour la résolution contre la colonisation. L'Ouganda a voté pour la résolution contre la colonisation. La Zambie a voté pour la résolution contre la colonisation. Le Zimbabwe a voté pour la résolution contre la colonisation. En tout cas, nous retenons pour l'essentiel en Afrique de l'Ouest, les pays qui n'ont pas voté pour la résolution contre la colonisation sont notamment la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, le Sénégal
de Bassirou Diomaye Faye, Moïse Sonko, le Libéria de Boakai, la Guinée-Bissau d'Embalo. Et pour ce qui est des pays d'Afrique centrale, ceux qui ont fait faux bond, c'est ceux qui ne sont pas venus. Ils ne sont tout simplement pas venus. Bon. Alors, la question qui se pose maintenant est de savoir, mais pourquoi ces pays-là, à savoir notamment donc la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Sénégal de Diomaye, Moïse Sonko, le Libéria de Boakai, la Guinée-Bissau, pourquoi est-ce qu'ils ont déshonoré, pour ainsi dire, le continent? Pourquoi ils s'abstiennent, littéralement comme toutes les puissances coloniales? Parce que les États-Unis et bien sûr toutes les puissances coloniales occidentales se sont alignées pour s'abstenir de voter la résolution. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? De la part, eh bien, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Libéria, la Guinée-Bissau, je vais en particulier analyser ces pays-là. Pour les pays qui se sont absentés, on voit très bien que ce sont des pays qui ont des directions ambiguës. Ce sont déjà des dirigeants ambigus qui se sont absentés, qui n'ont pas voté. Alors, il y a parfois des pays qui ne votent pas parce qu'ils ne sont pas à jour de leur cotisation auprès de l'Assemblée générale des Nations unies. Parfois, ça empêche, je pense, et je parle ici sous le contrôle des experts onusiens, en matière onusienne, parfois les pays qui n'ont pas payé leur cotisation, qui ne sont pas à jour de leur cotisation, sont privés de droit de vote. Mais enfin, très clairement, les pays qui n'ont pas voté sont des pays qui ne veulent pas froisser les différents camps en présence, c'est-à-dire le bloc du monde multipolaire qui a soutenu globalement la résolution proposée par la Russie et le bloc du monde pro-occidental qui a soutenu l'attitude adoptée par les États-Unis, bref, adoptée par l'OTAN. Bon. Mais je veux ici maintenant me focaliser en particulier. Non, je pense pas. Selon mes informations, la République centrafricaine n'a pas voté contre. La République centrafricaine n'a tout simplement pas voté. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue. Elle ne s'est pas abstenue non plus. Le représentant de la République centrafricaine n'a pas voté. D'accord? Il n'est pas venu. D'accord? Ce qui est déjà un très mauvais signe pour la République centrafricaine. Un pays qui, il y a seulement quelques années, a mené une véritable diatribe contre le colonialisme, le néocolonialisme à l'ONU, qui a obtenu récemment la levée de l'embargo contre ses armes, etc., qu'un tel pays s'absente d'un vote aussi décisif alors qu'il bénéficie entre autres du soutien de la Fédération de Russie, qui, par ailleurs, eh bien, est son principal allié militaire, c'est un très mauvais signe à propos du Centrafrique. Je pense que les événements dans les jours à venir en Centrafrique ne sont pas de nature à nous rassurer, au regard du comportement de dilettante, flottant et hésitant du président Touadéra. De toute façon, il y a longtemps que moi j'ai levé le pied sur le Centrafrique, dès lors que j'ai vu que le président Touadéra n'était pas au clair avec son projet pour le Centrafrique, et qu'à un moment donné, il a fini par réduire le projet centrafricain à sa personne, à sa survie à la tête de l'État. Vous avez observé que j'ai levé le pied sur le Centrafrique, après avoir dénoncé d'ailleurs ces deux travers. Soit on se bat pour l'émancipation centrafricaine, et on mène un projet souverainiste, panafricaniste solide, soit on ne se bat pas pour cela, et je ne peux pas vous soutenir dès lors que vous devenez louvoyant. Ma position sur le Centrafrique, elle est déterminée par cela, par la louvoyance, les hésitations et l'illisibilité, le cafouillage que le président Touadéra, de mon point de vue, fait régner à la tête de ce pays. C'est juste une incongruité qu'un régime qui a été sauvé grâce au soutien actif de la Fédération de Russie s'amuse à ne pas envoyer son ambassadeur voter pour la résolution contre le colonialisme. C'est juste une incongruité. Mais elle annonce, je pense, des changements politiques majeurs en République centrafricaine. Je crains beaucoup pour ce pays, depuis que le président Touadéra a personnifié le pouvoir. Je crains beaucoup pour ce pays, parce qu'il s'est coupé du grand souffle panafricaniste continental. Actuellement, le régime centrafricain, là, non seulement il est coupé du grand souffle panafricaniste continental, mais il est en train de se couper de son propre peuple. Et il est devenu l'un de ces régimes qui ne supportent pas la critique. Il ne supporte pas la critique. Et c'est très grave, au regard de l'espoir qui a été semé dans le peuple centrafricain par le régime du président Touadéra. Je pleure et je plains mon peuple, le peuple centrafricain, qui est toujours aujourd'hui engoncé
dans une immense misère crasse. Un peuple qui est condamné littéralement là à marcher sur place. Parce qu'en fait, il n'y a aucun avenir dans le néocolonialisme français. Il n'y a non plus aucun avenir dans le despotisme africain. Ce peuple devait s'engager dans la voie du panafricanisme révolutionnaire. La seule voie qui émancipe authentiquement un peuple africain. Hélas, la logique d'accaparement du pouvoir, le narcissisme politique ont repris la main. Je suis triste. Je suis triste pour le Centrafrique. Centrafrique qui avait été, à un moment donné, la source d'inspiration même de toute l'Afrique. Avant même la révolution au Mali. Le Centrafrique qui avait été l'épicentre de la prise de conscience à un moment donné, le Centrafrique est retombé dans l'oubli. Parce qu'il y a une politique de bourgeoisie comprador qui est menée à son sommet. Une politique éhontée. C'est triste. J'ai mal au cœur pour le peuple centrafricain. L'un des peuples les plus souffrants de ce monde. Et pourtant l'un des peuples les plus riches de la terre. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour le Centrafrique. Et c'est pour ça que je n'en parle même pas beaucoup parce que, en fait, quand vous critiquez le régime du président Touadéra, il y a les opposants soumis au néocolonialisme français qui se mettent à chercher votre contact comme si critiquer le régime du président Touadéra, ça veut dire c'est se rapprocher des opposants France-africains. Moi, je ne serai jamais un serviteur de la France-Afrique. Donc, il ne faut pas compter sur moi parce que je critique le régime du président Touadéra pour devenir un soutien des opposants qui ne rêvent que de relivrer complètement ce pays-là au néocolonialisme français. Ils sont assis à Paris là, et ils pensent que quand on critique Touadéra, alors ça veut dire qu'on se rapproche d'eux. Non! Critiquer le régime du surplace du président Touadéra ne signifie pas rejoindre, eh bien, l'aile néocolonialiste de l'opposition centrafricaine. Non! Ne comptez jamais sur moi pour ça. Je ne serai jamais du côté du néocolonialisme. Je serai toujours du côté de la souveraineté du peuple, du côté du bien commun, du côté du droit du peuple africain de Centrafrique à vivre librement. Bon, je continue. Mais je voudrais m'intéresser maintenant à la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, à la Côte d'Ivoire de Ouattara Draman, au Sénégal, de Diomaye Moïse Sonko, au Libéria de Boakai, et à la Guinée-Bissau d'Embalo, qui, eux, vraiment, ont agi intentionnellement. Ce sont des pays membres de la CEDEAO. C'est une action de pays membres de la CEDEAO qui se trouvent être les plus vassaux de tous les pays de la CEDEAO qui soient, ces pays-là. Je m'intéresse à l'action de Talon qui lui aussi a fui. Hein, le Bénin, il est où là? Il fait partie des pays qui ont disparu. Comme s'ils n'avaient plus d'ambassadeurs à l'ONU. Parce qu'ils ne voulaient froisser personne et qu'ils ont, pour ainsi dire, trop de problèmes comme ça. Qu'est-ce qui explique l'attitude de ces pays? Je donne 4 raisons qui permettent de comprendre le comportement diplomatique de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Libéria et de la Guinée-Bissau. Ces 4 raisons sont valables pour les 4 pays. Ensuite, je vais m'intéresser à chacun des pays en particulier pour étudier la psychologie de ces dirigeants. Parce que chacun de ces pays-là a des dirigeants qui ont une certaine psychologie. D'accord? Alors, la première raison est très simple. Ce sont des pays qui sont sous occupation militaire des puissances occidentales. Ce sont des pays qui sont militairement occupés par les puissances occidentales. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Libéria et la Guinée-Bissau sont des colonies militaires de l'OTAN. Écrivez les raisons l'une après l'autre. Bon, tu ne peux pas être une colonie militaire de l'OTAN et ne pas obéir au quart de tour à ces 4 volontés. Ce sont des colonies militaires de l'OTAN. Donc la première raison, c'est la pression militaire directe que l'OTAN exerce sur les dirigeants de ces pays. Ils dorment avec les canons des puissances néocolonialistes et impérialistes de l'OTAN à leur porte. La force qui a les armes de feu les plus importantes, eh bien, au Sénégal, c'est l'OTAN. La force qui a les armes de feu les plus importantes en Guinée-Bissau, c'est l'OTAN. La force qui a les armes de feu les plus importantes en Côte d'Ivoire, c'est l'OTAN.
C'est la même force qui a les armes de feu les plus importantes au Libéria. Donc, la pression militaire de proximité de l'OTAN. Écrivez ça. Deuxième raison, les dirigeants de ces pays ont été imposés à la tête de ces pays, plus ou moins, par les puissances de l'OTAN. Les dirigeants de tous les pays que je viens de voir là, ce sont des pupilles, ils ont été produits par les puissances de l'OTAN, dans le cadre de cette pseudo-chose que l'Occident vend à travers le monde et qu'elle appelle démocratie. Tous ces gens-là prétendent exercer le pouvoir par élection. Mais leurs élections sont déjà en fait présélectionnées, une présélection d'élite soumise à l'OTAN. Dans tous ces pays-là, il n'est pas possible à d'authentiques forces panafricanistes révolutionnaires aujourd'hui de participer à des processus électoraux équitables et transparents. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau ou le Libéria. Les mouvements panafricanistes révolutionnaires authentiques sont a priori exclus du processus électoral. Ça, c'est la deuxième raison. D'accord? Donc, ce sont des pays où se vit cette chose mensongère qu'on appelle la démocratie, mais qui en réalité est une immense escroquerie, une présélection d'élite soumise à l'Occident et qui participe au cirque qu'ils appellent les élections. Au grand cirque démocratique africain, appelé les élections, soi-disant juste, libre et transparente. Une tricherie organisée dès la base. Découpage électoral, tricherie. Organe électoral, tricherie. Décomptes électoraux, tricherie. Acceptation des candidatures, tricherie. Proclamation des résultats, tricherie. Mise en œuvre des programmes sur la base desquels on s'est fait élire, tricherie. Donc, vous notez, deuxième raison, ce sont des pays qui sont traversés par la vaste propagande mensongère de l'Occident, qui s'appelle la démocratie. C'est une propagande mensongère parce que l'Occident lui-même n'a pas appliqué la démocratie à 12 de ses monarchies. 12 de ses monarchies. Il y a 12 monarques en Occident, ils n'ont jamais été élus. Et on les honore et on consacre des heures entières de chaînes de télévision à l'intronisation des rois d'Angleterre. Et on consacre ces heures entières dans des chaînes de pays qui sont des républiques où on prétend avoir tranché la tête du roi. Donc, en fait, l'Occident lui-même n'est pas d'accord avec la démocratie. Aux États-Unis, le président est élu par de grands électeurs. Non pas directement par le peuple. Et le découpage électoral américain est un rapport de force entre des États sous-peuplés qui ont le plus grand nombre de grands électeurs et des États surpeuplés qui ont le plus petit nombre de grands électeurs. Conséquence, aux États-Unis, tu peux être président sans avoir la majorité des voix. Tu auras la majorité des voix des grands électeurs, ça suffira pour être président, alors que la majorité des voix des grands électeurs ne correspond pas nécessairement à la majorité des voix des électeurs tout court. Ce n'est pas une démocratie, les États-Unis. Il s'agit d'une oligarchie électorale. C'est ce que sont les États-Unis. Voilà la vérité. Alors, maintenant, si on nous dit que la France est une démocratie, qu'on nous explique d'où sort M. Barnier comme Premier ministre, on n'a même pas besoin d'aller chercher loin. Si c'est une démocratie, pourquoi est-ce que pendant tous les gouvernements précédents, l'article 49.3 a été utilisé abusivement par le président Macron? C'est quoi le 49.3? C'est un article par lequel on contourne la volonté du peuple exprimée par les élus au Parlement. Et actuellement en France, là, le budget est bloqué. Et M. Macron se prépare à utiliser encore le 49.3, malgré le gouvernement illégal qu'il a imposé aux Français. Il n'a toujours pas la capacité de faire passer des lois. Il lui faut utiliser le césarisme constitutionnel permanent, l'article 49.3. C'est une démocratie, ça? C'est dans une démocratie qu'on pourchasse un philosophe, quelqu'un qui écrit des livres, qui donne des conférences, comme j'en donne là. Est-ce qu'une démocratie pourchasse un philosophe? Ne dit-on pas de la démocratie que c'est le régime du pluralisme d'opinion? Je suis, moi seul, ce que je subis sous le régime du président Macron, prouve que c'est un dictateur. Et nous sommes nombreux à subir
la brutalité de ce régime, parce que ce n'est pas un régime démocratique. Pourquoi ce qui m'arrive là ne m'était pas arrivé sous le président Hollande? Pourquoi ça ne m'est pas arrivé sous le président Sarkozy? Parce qu'en fait, ceux-là, ils avaient encore quelques freins qui les retenaient. Mais l'état de droit a perdu tous ses freins. Un juge peut se lever ici et dire, bon, on vous a coupé 5 mois de salaire, vos amis vous ont donné des dons pour vivre. Venez nous expliquer ce que vous avez fait de ces dons, sinon on va vous accuser de détournement. Qui pouvait imaginer qu'une telle histoire existe en France? Ça existe maintenant. Vous êtes de passage là sur le territoire, on dit venez ici. On vous soupçonne d'être un ennemi de la France. On vous détient pendant 3 jours en garde à vue. Après on vous laisse. Ah non, finalement on s'est trompé. Vous vous êtes trompé de quoi? C'est une dictature. C'est une dictature. Vous demandez le renouvellement de vos papiers. Ils renouvellent vos papiers et ils ordonnent à un fonctionnaire de s'asseoir sur vos papiers renouvelés. On vous les donne 3 mois plus tard. Quand on vous les remet, vous regardez la date. Vous vous rendez compte que les papiers étaient prêts depuis le 12 juillet. Mais on vous les donne seulement le 1er septembre. Est-ce qu'une démocratie, un état de droit font ça? Je prends des faits. Parce que si je me mets à citer beaucoup d'exemples, les gens vont... Je cite des faits que je peux contrôler et établir. Bon, alors donc, soyons sérieux. Ces pays-là, la deuxième raison pour laquelle ils ont voté comme ça, c'est parce qu'ils sont le fruit de ce grand mensonge. De pseudo-démocratie qui leur ont dit qu'ils sont des démocraties. Ils se mentent entre eux et ils y croient. C'est la deuxième raison. Il y a une troisième raison. Bon, ces pays-là, les 4 pays, ne sont pas économiquement souverains. Et il n'y a même pas de processus de libération économique dans ces pays. Il n'y a pas de processus de libération économique dans ces pays. Que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria ou en Guinée-Bissau, l'ambition des dirigeants est essentiellement de brader davantage des pans de l'économie nationale aux multinationales afin de recevoir en retour le soutien et la protection politique. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire, 80% des marchés publics tombent entre les mains des multinationales étrangères. Et pendant que M. Sonko nous raconte comment ils vont mener une politique de souveraineté, etc., on voit très bien, bien au contraire, qu'une fois qu'ils se sont installés au pouvoir avec Dioma, ils ont dit qu'ils ne sont plus pour la rupture. Quand ils voulaient être élus et berner les Sénégalais, ils étaient pour la rupture. À peine installés au pouvoir, ils ne sont plus pour la rupture, ils sont pour la négociation. Ils sont pour la négociation. Hein? Voilà. Alors, j'ai donné là la troisième raison, ce sont des colonies économiques. Ce sont des ensembles qui sont des vassaux économiques. Donc, en effet, ce sont des pays qui sont déterminés à vivre grâce à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, jusqu'à leur mort. Ils passent tout leur temps à négocier des crédits. Hein? Et c'est comme cela qu'Alassane Ouattara, par exemple, a répandu le mythe de l'argent qui travaille. Quelqu'un qui a trouvé la Côte d'Ivoire avec une dette extérieure de 6 000 milliards de francs CFA. Il a fait porter maintenant à plus de 30 000 milliards de francs CFA la dette extérieure de la Côte d'Ivoire. Il l'a multipliée par 5. C'est ça. C'est la logique de ces gens, constamment en train d'assurer l'assujettissement, l'extranéation, l'aliénation économique de leur pays. Quant à Mbalo, c'est connu, c'est un mendiant de crédit. Il passe son temps à faire le tour du monde entier pour ramasser de l'argent qu'il ne sera pas là pour rembourser. C'est la troisième raison. Enfin, il y a une quatrième raison. Dans chacun de ces pays-là, dans chacun de ces pays qui ont voté pour, qui ont voté pour l'abstention, dans chacun de ces pays, sont fomentés des plans de déstabilisation contre l'Afrique souveraine, et notamment dans le cas d'espèce contre l'AES. Ce sont des pays qui sont engagés dans la guerre contre les pays souverainistes panafricanistes. Donc la quatrième raison, c'est une raison liée à la déstabilisation de l'Afrique. Le Sénégal est la base arrière de l'Ukraine, qui participe ouvertement, à côté des groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, à l'attaque contre le Mali. N'est-ce pas? Le Sénégal n'a pas été capable de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine, alors que l'Ukraine, depuis le Sénégal, a assumé sa participation aux côtés des groupes terroristes à l'attaque de Tinzaouaten.
Donc le Sénégal est une base arrière de puissance terroriste. C'est une base de puissance terroriste. L'Ukraine a ouvertement revendiqué sa participation à l'agression terroriste contre le Mali. Et le Sénégal n'en a pas tiré la conséquence qu'il faut rompre avec un pays qui revendique ouvertement le terrorisme. Donc le Sénégal est une base arrière d'une puissance qui s'assume comme terroriste, au moins l'Ukraine. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle est? Le président Ibrahim Traoré a plusieurs fois souligné le fait que la Côte d'Ivoire était la base arrière de la déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel et notamment du Burkina Faso. Alassane Ouattara n'a-t-il pas tenté d'introduire un commando masqué au Mali en 2022? Vous avez oublié les événements du 10 juillet 2022? 49 mercenaires de Wagner qui devaient, avec armes et bagages, être installés dans l'aéroport Bamako-Sénou, là où vient passer à chacun de ses voyages vers l'étranger le président Goïta et l'ensemble des membres stratégiques du gouvernement. C'est pas là que le commando de Ouattara devait être installé pour les cueillir. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et le Libéria, l'attitude du Libéria dans toutes les tragédies que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont connues. Le Libéria a toujours été moutonnièrement derrière toutes les sanctions de la CEDEAO. Que ce soit sous George Weah ou maintenant sous Boakai. Le Libéria est un État vassal. Et il suit la CEDEAO, il suit le néocolonialisme français, il suit l'impérialisme américain dans toutes leurs décisions. Voilà la réalité du terrain. La Guinée-Bissau, Embalo n'a-t-il pas été à l'origine du projet d'une force anti-putsch quand il était président de la CEDEAO? Comprenez pourquoi il lui a été interdit de mettre les pieds au Mali, non? C'est lui qui a dit qu'il allait mettre en place une force pour attaquer le Mali. Alors que lui, il est en train d'organiser un coup d'État pour faire un troisième mandat. D'accord? Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles ils ont voté l'abstention. Mais maintenant, je reviens aux détails sur chacun de ces pays. Je prends maintenant les choses en détail. Je commence par la Côte d'Ivoire. Ben écoutez, la Côte d'Ivoire, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, a pris l'habitude de transiger avec sa souveraineté, d'être une république à l'indépendance sous haute surveillance, pour reprendre la formule d'Alpha Blondy. Ça n'a pas changé. Jusqu'aux années du président Gbagbo, il fallait que la Côte d'Ivoire donne de l'argent aux dirigeants français pour avoir la paix. Le président Gbagbo a été obligé de donner 2 milliards de francs CFA à Jacques Chirac dans l'espoir que Chirac ne le punisse pas. Donc en fait, en Côte d'Ivoire, là, il y a une tradition politique, diplomatique, de négociation et de soumission qui doit maintenant être rompue par les véritables forces de l'opposition ivoirienne, regroupées notamment autour du PPACI et de Génération et Peuple Solidaire. Donc on n'est pas étonné de l'attitude diplomatique de la Côte d'Ivoire. Depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à nos jours, la Côte d'Ivoire s'est rarement démarquée sur le plan international parce que c'est un État vassalisé dès la proclamation de son indépendance le 7 août 1960. Voilà la vérité. Même quand il y a eu ce réveil nationaliste, panafricaniste et révolutionnaire sous le président Gbagbo, on a quand même continué à donner de l'argent à Chirac. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une igname qu'on doit couper en Côte d'Ivoire. Il faut couper l'igname avec le néocolonialisme. Et c'est vrai partout, dans tous les pays africains. Écoutez, j'étais très amusé, au passage, de lire le livre de Bourgi. Vous savez, le livre de Bourgi, là, il y a quelque chose qui est très intéressant à voir, c'est simplement aller chercher dans l'index nominal, le nombre de fois qu'il cite les présidents de certains pays. Vous savez ce qu'il fait? Tout un gros livre comme ça, par exemple, Monsieur Bourgi, quand on arrive sur le nom, j'ai regardé par exemple le nom de Paul Biya. Vous savez combien de fois il cite Paul Biya dans le livre? Biya. C'est à la page 495, l'index. Paul Biya est cité seulement 3 fois. Page 122, 219, 310. Et à aucun moment, il le cite dans une affaire de mallette. Pourtant, Paul Biya a toujours donné l'argent dans la France-Afrique.
Mais comment Bourgi fait pour ne pas voir ça? Comment il a fait? Il évoque Paul Biya au passage 3 fois, et puis une fois il dit que lui n'a jamais voulu, il n'a jamais eu d'appétence particulière pour le Cameroun. Vous voyez comment ces gens-là sont des menteurs? Mais tous ces pays-là ont constamment continué, tous ces pays ont constamment continué à nourrir la corruption politique en France. Ils ont continué à nourrir la corruption politique en France, sans exclusive. La quasi-totalité, la totalité des pays d'Afrique dite francophone. Ils ont continué à donner de l'argent ici. C'est pour ça qu'on ne les respecte pas. C'est pour ça qu'on ne les respecte pas. Donc, l'attitude de la Côte d'Ivoire, elle vient même des conditions de son indépendance. C'était une indépendance sous haute surveillance. C'était une indépendance conditionnelle que De Gaulle et Foccart ont accordée à Félix Houphouët-Boigny après avoir menacé de le tuer. Félix Houphouët-Boigny et le PDC-RDA étaient auparavant apparentés au Parti communiste français à l'Assemblée nationale française. Et à partir de là, Houphouët-Boigny va rompre avec Maurice Thorez, le Parti communiste, et il va se rapprocher de De Gaulle à travers Mitterrand. C'est François Mitterrand qui amène Houphouët-Boigny chez De Gaulle et Foccart. Et qui en fait désormais un grand membre de la France-Afrique. Donc c'est la logique de la France-Afrique. C'est la logique de la France-Afrique qui se traduit par cette abstention. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et il faut se préparer à briser cette soumission, à briser cette dépendance néocoloniale. Je prends le Sénégal. Mais le Sénégal a une très grande tradition de duplicité envers l'Afrique, envers le fait colonial. Au sommet de l'État sénégalais, la duplicité est la règle. Je vous rappelle quand même que pour que la puissance coloniale française pénètre dans le continent, il lui a fallu recruter, récupérer, de gré ou de force ou par corruption, des Africains pour compléter la troupe de pénétration coloniale. Je vous rappelle que c'est dans ces conditions qu'a été créé, en 1854, le premier bataillon des tirailleurs sénégalais. Le premier bataillon de tirailleurs sénégalais n'a pas été fait pour aider la France à combattre en Europe. Il a été fait pour aider la France à coloniser l'Afrique. Les tout premiers tirailleurs sénégalais étaient des Africains du Sénégal et par la suite de l'Afrique occidentale dite française, qui étaient engagés dans l'armée française pour accompagner l'armée française dans ses tueries coloniales, dans sa barbarie coloniale à l'intérieur de l'Afrique. De telle façon que la plupart des grands leaders de la résistance anticoloniale qui ont été abattus, ils ont été abattus par des balles françaises, souvent tirées par des supplétifs africains. Issus de toutes les colonies françaises d'Afrique, l'armée coloniale française en Afrique était majoritairement noire. J'espère qu'il faut que vous vous rendiez compte de l'aberration qui est même à l'origine de la naissance de la République du Sénégal moderne. À l'origine, les premières forces militaires qui devaient être l'embryon de l'armée républicaine du Sénégal, c'était des forces supplétives de l'armée coloniale française. C'est-à-dire que la première fois qu'ils sont sortis en tant que pays pour aller agir dans le monde, ils sont sortis pour aller coloniser les Africains pour le compte des Français. Et cet ADN-là est resté ancré dans les structures des dirigeants sénégalais successifs. C'est dans l'esprit de Senghor. Senghor il était tout naturellement au service du néocolonialisme français. Il n'avait pas besoin d'efforts pour cela. Cela allait de source. Malgré sa participation à ce formidable courant littéraire qu'était la négritude, Senghor combattit les Sénégalais qui étaient déterminés à obtenir la vraie souveraineté de l'Afrique. Il combattit Cheikh Anta Diop vigoureusement. Il tua dans la prison à Dakar. Il tua le jeune philosophe Omar Blondin Diop, qui militait pour l'indépendance radicale du Sénégal. Senghor était un tueur de panafricanistes. Quand Ahidjo assassine Ernest Ouandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam, Senghor l'applaudit et le félicite. Il faut tuer tous les Africains qui veulent l'indépendance totale de l'Afrique. Ce Senghor-là, c'est lui qui prépare le chemin pour Abdou Diouf, qui ne fera pas une politique différente. Lui qui est issu de l'école de formation coloniale comme Paul Biya, son camarade, son condisciple. La fameuse école des hautes études d'outre-mer,
qui était l'école de formation de l'administration coloniale et qui va être l'école de formation, eh bien, des pupilles néocoloniales de la France en Afrique, comme Abdou Diouf, comme Biya. Ce sont les gars de l'école des hautes études d'outre-mer. C'est-à-dire là où on formait les administrateurs coloniaux depuis la fin du 19e siècle. C'est là-bas qu'ils ont été formés. La technique, par exemple, de manipulation ethnique de la société, l'exploitation des divisions ethniques, l'exploitation de la sociologie ethnique, ça a été enseigné à l'école des hautes études d'outre-mer. Les administrateurs coloniaux français étaient formés à la connaissance fine de la société et à l'art de jouer de la diversité sociologique, linguistique, régionale, religieuse, pour imposer le colon. Oui! Diviser pour mieux régner, ça s'enseignait. Ça s'enseignait à l'école coloniale. L'administration coloniale a été formée pour cela. Quand vous arrivez dans une localité, en Afrique, vous devez étudier les différents lignages. Vous devez vous allier avec le lignage le plus faible, le renforcer pour qu'il vous aide à dominer les lignages les plus forts. Voilà une technique, par exemple, qu'on retrouve dans leurs bouquins. Ils étaient de très fins sociologues, ethnologues, anthropologues. Cet effort de connaître finement la société africaine avait pour but de mieux la contrôler, de mieux la dominer, de mieux l'administrer. Et c'est ce savoir qu'ils ont transmis à des gens comme Biya, comme Abdou Diouf, qu'ils ont transmis à une bonne partie de leurs nègres préférés, qui devaient par la suite assurer les indépendances sous haute surveillance. Donc le Sénégal a une tradition au niveau de son élite politique de vassalité. Sonko et Diomaye sont nés dans ce moule de la duplicité envers l'Afrique. Quand ils sont dans l'opposition, ils clament le panafricanisme, ils clament la résistance, ils clament la rupture. Une fois qu'ils entrent dans le pouvoir, d'ailleurs, la condition pour qu'ils rentrent dans le pouvoir, c'est de négocier leur appartenance à la France-Afrique. Un jour seront rédigés, je pense, les mémoires des négociations de la prison, eh bien de Dakar, entre Diomaye Faye, Ousmane Sonko et le néocolonialisme français. Le peuple sénégalais aura les bras qui lui en tomberont quand il prendra connaissance des faits de la négociation qui a présidé au passage de la prison au palais. Parce que pour qu'ils passent de la prison au palais, il a fallu que la France-Afrique leur fasse confiance. Il a donc fallu qu'ils donnent des gages. Parce que, autrement, eh bien, ils auraient croupi en prison. À tout jamais. Tant qu'ils étaient un obstacle pour le contrôle du pays. Vous voyez comment, depuis qu'ils sont sortis, ils ont garanti les arrières de Macky Sall. Par une loi d'amnistie, ils lui ont garanti tous ses arrières, tout ce qu'il a fait, c'est cadeau. Les 100 Sénégalais qu'il a massacrés, c'est cadeau. Ils sont sortis, ils ont changé le discours de campagne, c'est devenu négociation, amiable, ami-ami. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils souhaiteraient que l'Union européenne les aide à surveiller militairement leurs frontières avec le Mali. Et maintenant, voilà Diomaye Faye qui s'amuse à jouer les soldats pour combattre la pluie. C'est du jamais vu. Pourquoi ils s'habillent en uniforme militaire pour une affaire d'inondation? Est-ce que l'inondation, là, c'est la guerre? On ne comprend pas. Si on n'a pas compris que la zone dans laquelle il va, c'est la zone frontalière avec la Guinée et le Mali. Il va dans cette zone en tenue militaire pour dire quoi? Qu'il y a un commandant en chef au Sénégal. D'autant plus que maintenant, le président du Mali, c'est le général d'armée Assimi Goïta. Lui aussi, il est un peu comme un général d'armée puisqu'il est le commandant, il est le chef suprême des armées du Sénégal. Vous voyez ce nouveau langage que Bassirou Diomaye Faye a trouvé? Un militarisme absconce. Alors même qu'il est l'hébergeur de l'ambassadeur d'Ukraine qui a mené, coordonné les opérations terroristes contre le Mali. Ça lui sert à quoi de venir plastonner en uniforme militaire à la frontière du Mali? Ce sont les héritiers de la duplicité néocolonisée sénégalaise, cette duplicité transmise depuis les premiers tirailleurs jusqu'à Senghor, et de Senghor à Diouf, de Diouf à Wade, de Wade à Macky Sall, et de Macky Sall maintenant à Diomaye, Moïse Sonko. Voilà la vérité.
la pensée diopienne, le panafricanisme révolutionnaire sénégalais ne s'est pas incarné au palais. Le palais est tenu par des France-Africains. Voilà pour le Sénégal et on comprend que ce Sonko qui nous disait il faut que la France enlève son genou sur le cou du Sénégal. On comprend que maintenant il vote avec la France contre la décolonisation. On comprend qu'il vote maintenant avec la France pour la poursuite du colonialisme. Donc contre la décolonisation. Lorsque les Africains disent maintenant il faut que ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, dans le cadre de la colonisation, il faut qu'ils payent. Sonko n'est pas dedans. Mais il dit qu'il est panafricaniste. C'est quel panafricaniste peut se permettre de faire abstention quand on demande la fin de toutes les formes de colonisation, quand on demande les réparations pour les crimes coloniaux, le massacre de Tiaroy, les grands massacres de l'armée française dans sa pénétration dans notre terre africaine du Sénégal. Quand on demande cela, est-ce que le Sénégal, un Sénégal panafricaniste, aurait pu être absent du vote en faveur de cette résolution? Non. Que les Sénégalaises et les Sénégalais qui m'écoutent se réveillent et se rendent compte de la nature du régime qu'ils ont à leur tête. Voilà des faits qui prouvent que ce n'est pas un régime panafricaniste, que ce n'est pas un régime révolutionnaire, que ce n'est pas un régime de rupture et qu'on est en train de les mener en bateau en abusant de leur euphorie après la chute apparente de Macky Sall. Mais Macky Sall n'est pas tombé. Macky Sall est vivant. Car Diomaye, Moïse Sonko, Moïse Macky Sall. Je recommence. Diomaye, Moïse Sonko, Moïse Macky Sall. Diomaye, Moïse Sonko, Moïse Macky Sall, Moïse Abdoulaye Wade, Moïse Abdou Diouf, Moïse Senghor, Moïse néocolonialisme. Vous avez compris? Voilà la vérité. Le Sénégal n'est pas encore libéré. Vous voulez les preuves? Mais les preuves, il y en abonde. Prenez simplement le vote là. Allez voir ce que le Sénégal a fait. Pourquoi le Sénégal peut ne pas être du côté de ceux qui votent pour la fin du colonialisme sous toutes ses formes? Pourquoi le Sénégal peut ne pas être du côté de ceux qui votent pour que les pays colonisés aient des réparations? Si le Sénégal était dirigé par des panafricanistes, qu'ils sortent là les partisans de Pastef, qui viennent souvent faire des petites phrases à la petite semaine dans mes pages. Oh, ceci, cela. Venez expliquer le vote. Je connais même quelques malins qui sont venus dire non, le Sénégal n'a pas fait abstention. Le Sénégal n'a pas fait abstention. On a les preuves de l'abstention. Les données sont là. Venez sur mes pages prendre les preuves. Je suis le docteur des preuves là. Donc la grande trahison, celle qui a consisté à utiliser des Sénégalais et plus amplement des Africains pour coloniser l'Afrique, celle qui a consisté à imposer à la tête du Sénégal un dirigeant qui avait abandonné en réalité la souveraineté de son pays à la France, cette trahison se poursuit continuellement d'un président du Sénégal à un autre. Elle se poursuit de Senghor à Diomaye Faye. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs ses discours. Quelqu'un qui ose considérer Alassane Ouattara comme un démocrate en plein 21e siècle africain. Est-ce que celui qui considère Alassane Ouattara comme un démocrate est lui-même un démocrate? Qu'il se lève et qu'il mette sur le même plan, eh bien, le néocolonialisme senghorien et le panafricanisme révolutionnaire de Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous pensez que le monsieur-là a correctement lu les livres du Sénégal? Comment tu peux mettre sur le même plan quelqu'un qui a torturé, pourchassé, persécuté Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop voulait l'indépendance radicale, et sa victime Cheikh Anta Diop? Comment tu peux mettre sur le même plan de valeurs historiques et morales Senghor, qui a massacré le philosophe panafricaniste révolutionnaire Omar Blondin Diop, et puis Omar Blondin Diop, les mettre ensemble dans la même formule? C'est une foutaise. C'est une foutaise. Bon, prenons l'avant-dernier pays que je voulais analyser, la Guinée-Bissau, avec Embalo. Mais qui est Embalo? Embalo est un dirigeant corrompu à la tête de la Guinée-Bissau. C'est un dirigeant corrompu. Il a parti lié avec toutes sortes de trafics.
dans la sous-région ouest africaine. C'est un dirigeant connu pour circuler avec sa sébile dans tous les pays africains depuis plusieurs années. C'est le meilleur récupérateur de tickets de présidence. Chez tous les chefs d'État de la sous-région, que ce soit même les premiers ministres, il est passé pour récupérer des tickets. Embalo, c'est aussi le type qui veut jouer au malin. Un coup, il court à Moscou pour donner l'impression que lui, il est libre d'esprit, alors qu'en fait, il s'en va tirer des verres du nez, croit-il, du président Poutine, pour aller rendre compte à ses véritables maîtres. Maintenant, son vote l'a trahi. Embalo, qui est assis dans le fauteuil de l'immense Amilcar Cabral. Embalo ose faire que la Guinée-Bissau, terre de la résistance contre le colonialisme portugais, il ose faire que la Guinée-Bissau vote l'abstention comme le Portugal, qui a massacré les Bissau-Guinéens pendant plusieurs siècles. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! C'est vraiment la chouma, comme diraient les Arabes. La chouma. Embalo, c'est l'homme de la chouma. La honte, la honte, la honte. En Bambara, on dit monnaie. Ika monnaie. Sur le fauteuil du grand camarade Amilcar Cabral, tu t'assois et tu te lèves pour voter avec les puissances coloniales. Tu te lèves pour voter avec le Portugal contre la décolonisation. Et c'est lui qui voulait monter une force anti-putsch pour attaquer les gens. Alors, Embalo, son problème, c'est qu'il est incapable de moderniser la Guinée-Bissau. Intellectuellement, il en est incapable. Il est préoccupé uniquement par la jouissance des fastes du pouvoir. Il a un autre problème, c'est qu'il a fait allégeance à un niveau très avancé à l'impérialisme occidental et au néocolonialisme français, sans quoi on ne le déshabillerait pas en public devant son peuple. Vous avez bien vu un dirigeant, non, français, le déshabiller publiquement devant son peuple. Du jamais vu. Quelqu'un vient te rendre visite. C'est toi l'accueillant. C'est lui l'accueilli. Il décide de tomber sa veste. Il t'ordonne de tomber ta veste et tu le fais. Chez toi. Quelqu'un vient chez moi et dit enlève ton chapeau. Chez moi ici. Tu rentres ici, tu viens, parce que toi tu as un chapeau, tu as enlevé, tu me demandes d'enlever. Chez moi. Mais il te faut un toupet absolu. Ou alors il faut considérer que je suis un mougou. Un boubourou. Un tumbou faptalé. Hein? Un nyata. Hein? Un kengematoy. Faut vraiment que tu me prennes pour un, mais pour un, trouvez-moi les noms là pour désigner quelqu'un qu'on trouve vraiment parfaitement bête. Hein. Ici dans les banlieues, on dit un teubé. Un teubé. Faut vraiment que tu me prennes pour ça, pour venir chez moi me dire, habille-toi comme ça. Comme moi j'ai enlevé mon chapeau, enlève ton chapeau. Hein, Nyapsi, vas-y, dégage ton chapeau. Tu n'as pas vu que j'ai enlevé mon chapeau? Chez moi ici. Tu n'es pas né pour dire ça. Mais Embalo, c'est ça. Embalo est un dirigeant sans consistance. En fait, c'est une espèce de voyou surclassé. Un Nyamfouka. C'est un stronzo. C'est un Nyamfouka. Un voyou surclassé. Parce que son comportement à la tête de l'État bissau-guinéen est vraiment typiquement celui d'un caïd. C'est pas un chef d'État, ça. C'est en le regardant que j'ai compris et élaboré, en le regardant, en regardant les Ouattara, que j'ai élaboré le concept de chef d'État. Chef d'État. Un honvi, un dunguru. C'est ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est un type qui est grossièrement nul. Aucune des valeurs fondatrices de l'État bissau-guinéen, comme État né de la résistance contre le colonialisme portugais, contre l'impérialisme occidental, fondé dans la lutte héroïque du mouvement d'indépendance conduit par le camarade Amilcar Cabral, aucune de ces valeurs ne transpire dans le comportement d'Embalo. C'est un individu flottant, variable, malléable, qui court en fonction des occasions de jouir, qui se signale à gauche et à droite. C'est un feu follet, c'est un personnage typique des romans de Don Quichotte, de Cervantes. Il flotte. Il flotte. C'est un individu brouillard. Et sa politique est comme ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait à la tête? Un coup, il comprend qu'il faut qu'il parte. Parce que, bon, il aurait une maladie cardiaque handicapante avec des pacemakers pour faire fonctionner son cœur. Et puis, il revient. Il se rend compte que finalement, s'il part, on va fouiller dans ses casseroles pour tous les détournements qu'il a fait.
Et là, il revient et dit que non, finalement, il faut modifier la constitution, il faut que je fasse un troisième mandat. Il ne sait même pas où il va. Et je peux vous le dire avec certitude, Mbalo, son aventure à la tête de l'État bissau-guinéen va mal finir. Son aventure va mal finir parce qu'il est en train d'accumuler toutes les erreurs qu'il ne faut pas commettre à la tête d'un État qui possède une conscience révolutionnaire, même si cette conscience est dominée. Donc Mbalo est un dictateur et il a besoin du soutien du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental pour conserver le pouvoir. Voilà pourquoi il vote aveuglément comme eux. Il veut leur faire plaisir. Mais mal lui en prendra. Parce que la Guinée-Bissau conserve une mémoire révolutionnaire qui, tôt ou tard, va ressurgir contre lui. È veramente un stronzo, veramente, Yaya Bello. Si. Veramente un stronzo. D'accord? Bon, et puis on arrive au Libéria. Mais le Libéria, d'abord, c'est un pays qui a été fondé par des esclaves noirs affranchis des États-Unis, mais qui n'a jamais été affranchi mentalement de la volonté politique et de l'hégémonie américaine. Je ne connais pas de dirigeant libérien qui ait pu sortir de cela, si ce n'est au prix de la folie, comme Samuel Keyhondo, qui a fini taillé en rondelles. Que ce soit sous William Tolbert, ou par la suite, sous le criminel impitoyable Samuel Keyhondo, et tous les présidents qui se sont succédés, ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux à plaire aux États-Unis. C'est un protectorat américain, le Libéria. Le Libéria ne s'est jamais véritablement mis au service de l'Afrique. La seule fois que j'ai vu le Libéria au service de l'Afrique, c'est uniquement au travers de la personne de George Weah, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, qui, j'espère que vous le savez, était venu jouer à l'Africa Sport d'Abidjan, si je ne m'abuse, et il était venu jouer au Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Weah est un ancien joueur professionnel du football camerounais. J'espère que vous le savez. Donc le Libéria s'est africanisé. Le Libéria s'est fait un nom africain à travers George Weah, en fait. C'est la seule fois que le Libéria s'est intéressé à l'Afrique et a intéressé l'Afrique. Mais depuis que le Libéria est retourné dans le ronronnement de ses élections, de système, en fait, la constitution du Libéria, c'est une reproduction aveugle du système américain. Reproduction aveugle du système américain. Donc, logiquement, l'ambassadeur du Libéria aux Nations Unies, il regarde seulement ce que son collègue américain fait. Parce que ce sont des Américains, soit par complexe d'infériorité, soit par complexe de supériorité. Il y a littéralement au Libéria deux sortes de Libériens. Les Américains, par complexe de supériorité, parce qu'ils sont descendants d'esclaves noirs américains. Et puis les Américains par complexe d'infériorité, ceux qui sont descendants de groupes ethniques locaux, qui ne sont pas des descendants d'esclaves noirs, mais qui aimeraient être pris pour des Américains. Voilà les deux sortes de Libériens qui dominent l'actualité politique libérienne. Vous comprenez? Voilà. Et donc, on n'est pas du tout étonné ici que ces gens-là, ils suivent toutes les décisions de l'OTAN aveuglément. Parce que de toutes les façons, dans leur tête, ils ne sont pas libérés. Le passage de George Weah à la tête du Libéria, qu'est-ce qu'il a apporté comme souffle nouveau à la participation du Libéria au panafricanisme? Zéro pointé. Et puis, de toutes les façons, dès qu'il est sorti de la présidence, il a recommencé à se balader là où il est à l'aise, c'est-à-dire avec les élites occidentales, Weah. Au fond, l'Afrique ne l'a intéressé que pour faire du foot. Mais quand il a fallu faire de la politique, Weah ne s'est pas intéressé à l'Afrique. Il a exécuté la volonté de ses maîtres occidentaux. Et Boakai, qui est lui un vieux politicien de la vieille classe politique libérienne, il est encore plus fidèle que Weah à cet alignement. N'est-ce pas? Voilà, si on faisait une analyse au pas à pas. Bon, en Côte d'Ivoire, j'ai analysé, je vous ai expliqué pour le Libéria, pour la Guinée-Bissau et pour le Sénégal. Donc quand on prend ces pays un à un, on comprend par la psychologie de leurs dirigeants, de leur élite politique actuelle, on comprend parfaitement ce qui se passe. Voilà mes chers amis. Alors, je vous prie de bien vouloir, d'ores et déjà, partager massivement cette émission une fois de plus. Et je viens à mes conclusions. Le vote
de la Côte d'Ivoire, de Ouattara, du Sénégal, de Diomaye, Moïse Sonko, Moïse Maki, Moïse Abdoulaye Wade, Moïse Abdou Diouf, Moïse Senghor, ce vote de Boakai, ce vote de Mbalo n'est rien d'autre que la confirmation de l'inféodation, de la vassalité, eh bien, des gouvernements de ces pays à l'OTAN, à l'impérialisme occidental. Et pour ceux qui comptaient voir, je ne sais, la Guinée-Bissau, le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire de Ouattara, ou le Libéria de Boakai, aux côtés des Africains, désormais, ils sont débarrassés de cette illusion. Ils sont opposés à l'Alliance des États du Sahel, ils sont opposés au panafricanisme révolutionnaire, ils sont opposés au processus de souveraineté. Il faut les combattre comme tels. Voilà. Je vous remercie, mes chers amis. On me dit que le grand investigateur ivoirien Chris Yapi vient de publier une vidéo dans laquelle il donne le détail des plans de la dictature de M. Macron contre votre serviteur. J'ai hâte, moi aussi, d'aller écouter cette vidéo. J'ai vu les commentaires que les uns et les autres publient. Je vous invite à vous rendre massivement dès maintenant sur la page de Chris Yapi TV officielle sur YouTube pour écouter les révélations. Je vais les découvrir à vos côtés. J'en donnerai un commentaire, eh bien non pas ce soir, mais sûrement demain, parce que je vais prendre le temps de bien écouter et de bien tirer tous les enseignements de ce que le grand investigateur aurait découvert. Merci infiniment de ne pas oublier de vous abonner massivement à notre chaîne Université libre de l'Afrique des libertés. Objectif 1 million d'abonnés avant la fin novembre, c'est-à-dire les grands procès de la France-Afrique macronienne contre votre serviteur. Merci de tout cœur à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Merci de tout cœur. Je redonne la parole à mon ami de ces jours-ci, le grand Si vous êtes un homme et que vous avez plus de 50 ans, vous ne savez sans doute pas qu'il y a un geste facile. Merci à celles et ceux qui partagent cette émission et qui ont pensé à s'abonner et à faire abonner à Université libre de l'Afrique des libertés. N'oubliez pas de vous rendre ensuite sur la page de Chris Yapi TV Off sur YouTube. On me dit qu'il vient de publier le résultat de ses enquêtes sur votre serviteur. Les plans de Macron contre Nyamsi wa Cameroun wa Africa. Serviteur de l'Afrique des libertés. Metemele, Maliga mana metemele, metemele, Maliga mana metemele, metemele. Soyez bénis, nous la bas. Merci ma soeur bien-aimée Geneviève Makaping Mwawen. Merci de votre soutien multiforme. Merci à l'Afrique éveillée. Merci à mes amis d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Merci à mes amis des îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Merci à celles et ceux qui reconnaissent la noblesse, la dignité et l'élégance de notre combat. À part la France-Afrique, à part le néocolonialisme, à part le despotisme. Vive l'Afrique souveraine. Vive l'Afrique éveillée. Vive les Africaines et les Africains libres sur toute la planète. Dignes et courageux dans la défense des idéaux les plus nobles de l'humanité. Moussa Niang, mes amitiés, mon frère. Madi Oumar Adei, mon soutien au peuple sénégalais en lutte. Peuple sénégalais, ta lutte n'est pas terminée. Comme tous les peuples africains,
pris entre les mains des aventuriers ambigus, la lutte doit se poursuivre. Merci à mes vieux-inter, Daniel Mélissangue Ningaput. Le Carité du Mali. Je salue mes amis et frères du grain, du fleuve, à Bamako. À bientôt, d'ici la fin d'année, au grain du fleuve, à Bamako. Dieu voulant. Metemelep, Maligamana Metemelep, Metemelep, Maligamana Metemelep, William Mustafa. Metemelep, Metemelep, Maligamana Metemelep. Khalil Moulay Aïdara, Jean-Fidèle Conan, soyez salués, Kemet Free, Africa Free. Khalil Moulay, merci. À bientôt. Alors, combien étions-nous en direct de cette émission? Je vous le dirai, je crois que nous étions plus de 20 000. En général, c'est ce qui arrive. Alors, très bien. Rien que sur TikTok. Il y a eu... Généralement, nous savons qu'il y a cette vie de jeunes pas très actifs et cette vie de moins jeunes hyperactifs. Sur TikTok, il y a eu 31 000 spectateurs en direct. 31 000 spectateurs en direct de cette conférence sur TikTok. Je vous montre les chiffres. Je suis le docteur des preuves, je ne dis pas des choses. Il y avait 31 000 spectateurs en direct de cette conférence sur TikTok. Vous voyez, ça déplaît beaucoup à mes persécuteurs. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais je demande à tous ceux qui s'intéressent à nos conférences de rejoindre notre chaîne YouTube que j'ai indiquée, Université Libre de l'Afrique des Libertés. Je veux que ces 31 000 soient aussi là-bas. Vous étiez 1500 et 1500 sur Facebook et YouTube, ce qui fait environ 35 000 spectateurs en direct de cette émission. Je vous remercie infiniment de votre confiance et s'il vous plaît, traduisons cette mobilisation médiatique par le nombre d'abonnés. Allez sur la chaîne Université Libre d'Afrique des Libertés, cliquez dessus. Cliquez s'abonner, c'est tout. Le clic. Elle est sur YouTube et je vous mettrai le lien. Merci infiniment et bonne écoute de l'élément du grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Demain, je le commente. Je vais me contenter là de le publier, de le diffuser moi aussi.